Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. C'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche à 13h30 dans cette émission qui est dédiée au savoir-faire français. À la veille des fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de mettre en lumière de belles histoires entrepreneuriales qui existent souvent, mais pas sans défi. Certaines entreprises, par exemple, ont dû changer de statut pour s'adapter. Tout à l'heure, nous vous ferons découvrir justement une entreprise familiale qui a choisi la gestion collaborative. Une décision qui a permis de sauver l'entreprise, de la relancer. Mais tout de suite, direction une autre entreprise qui a été sauvée aussi par ses salariés. C'est parti. Sud Radio C'est ça la France. Avec nous au micro de Sud Radio, François Marciano. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Duralex, cette entreprise qui fait partie de notre enfance, que tout le monde connaît, le fameux verre de cantine. Effectivement, une entreprise avec une grande marque, entreprise que nous allons nous efforcer de transmettre. Ouais, c'est ça, transmettre, relancer, faire renaître. Duralex a souffert ces dernières années. Ça n'a pas été simple. Depuis 30 ans, l'entreprise souffre énormément de mauvaise gestion ou de mauvaise stratégie, de pillage aussi, parce qu'il y a eu un des repreneurs qui a pillé l'entreprise. Effectivement, c'est très compliqué. Il y a eu 6 dépôts de bilan, catastrophique pour cette entreprise. Et une entreprise patrimoniale. C'est vraiment qui fait partie, de notre vie. On a toujours connu ces verres Duralex, avec un savoir-faire très spécifique. Le verre trempé. Le verre creux, les arts de la table. Ce que tout le monde imagine, c'est que c'est les Italiens qui sont forts dans le verre. Or, les meilleurs au monde, ce sont les Français. Vous avez les 3 marques emblématiques au monde. Quand vous demandez à quelqu'un, cite-moi 3 marques de verre, il va vous dire Duralex, Cristal Dark, Baccarat. Ouais. Donc on est sur les 3 marques emblématiques au monde. On sait faire des verres en France. Duralex, c'est de l'ex. C'est ça. Durer la loi, mais c'est la loi. C'est la loi, c'est ça. Alors cette entreprise, elle vient d'être sauvée par les salariés. Alors racontez-nous justement cette renaissance en pleine morosité économique. Oui, alors en pleine morosité économique, effectivement, c'est un combat de tous les jours. C'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, et c'est toujours une bataille. Surtout que nous, Duralex, notre chiffre d'affaires, il est fait à l'export. Ouais. Il n'est pas fait. Quels sont les pays justement où vous exportez le plus ? On est un peu partout. Là en ce moment, c'est beaucoup les États-Unis. C'est l'Espagne. On est dans 140 pays. Donc effectivement, Duralex exporte, fait rentrer du cash en France. Faut pas l'oublier quand même, parce que quand on vend à l'export, on fait rentrer de l'argent en France. Oui, c'est compliqué parce que vous avez besoin beaucoup d'argent quand vous êtes une grosse industrie comme Duralex. Vous avez beaucoup de salaires à payer, parce que c'est un des challenges de Duralex, c'est de sauver l'entreprise par le haut. Donc, on n'est pas sur un standard où on vient faire ce qu'on appelle un retournement, licencier du personnel. On a fait le pari de garder le personnel. On a fait le pari de réembaucher l'étage qui manquait à Duralex, c'est-à-dire commerce marketing, pour relancer l'entreprise. Donc les salariés sont aux commandes. Alors quand ils sont aux commandes, c'est le comité d'administrateurs, où en fait on est exactement sur une entreprise classique. Donc vous avez... c'est une SCOP, une coopérative qui a été mise en place. Alors, expliquez-nous comment ça change en termes d'organisation pour les salariés. Alors, ce qui change, rien du tout. Contrairement à ce que tout le monde pourrait imaginer, c'est que d'un côté, vous avez des actionnaires en chemise et cravate, ce qu'on appelle les cols blancs, avec souvent en dessous un board et en dessous le directeur général. Ça, vous êtes sur le schéma classique d'une entreprise avec ses actionnaires. On est passé en scope. En scope, la différence, c'est que les actionnaires, ils sont en col bleu, ce sont les ouvriers, les associés, et juste en dessous, vous avez donc un comité d'administration, équivalent du board, et en dessous, vous avez le directeur général. Donc, il n'y a absolument rien qui change, sauf que vous rémunérez plus d'actionnaires externes, l'argent reste dans l'entreprise.
Oui, donc c'est ça que vous avez la maîtrise complète. Complète. En fait, le choix de partir en scope, ce que tout le monde n'a pas compris, c'est que Duralex n'a pas dit tiens, on va faire une scope. On a dit on fait un projet industriel. Et pour on maintient les emplois. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Pour soutenir ce projet industriel, donc qui a été validé par le tribunal. Il fallait trouver quelle structure on allait mettre en face. Est-ce qu'on faisait une LBO? Est-ce qu'on faisait un appel à des fonds de retournement? Enfin, on pouvait tout imaginer. D'ailleurs, j'ai tout imaginé. Faut le savoir. Et en fait, le seul et unique moyen de sauver Duralex, c'était une scope. C'est ça qui est important, c'est de retenir que seule la scope était capable de soutenir le projet industriel. C'est toute la différence. Et donc ce qui a changé, c'est qu'effectivement, maintenant tout le monde éteint la lumière, tout le monde fait attention de ne pas dépenser. Parce que tout le monde est actionnaire, voilà, tout le monde a conscience. C'est le gros changement. Finalement, ça responsabilise aussi. C'est ça, complètement. C'est ça, ça responsabilise et puis ils savent pour qui ils travaillent. Ouais. C'est pour eux. Oui. Ouais. C'est pour eux. Et vous, ça faisait combien d'années que vous étiez justement au sein Alors du je suis arrivé, je vous fais rire, je suis arrivé le jour de la Saint-Valentin en février 2016. Comme quand on tombe amoureux d'entreprise. Voilà. Votre amoureuse, c'est l'entreprise. Ouais, alors, ce qui a été compliqué, ça a été l'envolée des prix de l'énergie. Alors, pour Duralex. Effectivement. Parce que ça consomme beaucoup d'énergie de fabriquer des verres trempés. Quand vous avez une verrerie, vous avez un gros four de 54 mètres carrés qu'il faut chauffer. Et effectivement, votre premier poste, c'est les salaires. Votre deuxième poste, c'est l'énergie. Ouais. Donc, quand vous devez sortir un chèque de 500 000 euros d'énergie, faut vendre des verres. Faut en vendre beaucoup pour pouvoir payer les factures. Donc, effectivement, l'énergie est compliquée. Ouais. Quel impact ça a eu sur la production aussi, justement, de passer en scope? Alors, ça n'a pas eu d'impact pur sur la production parce que les salariés étaient déjà très attachés et ont un savoir-faire. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'effet positif sur ça, c'était en place. Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est continuer à être au sein des cantines scolaires, à l'étranger. Le défi de Duralex, il est là. Pourquoi sauver cette entreprise? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée 6 fois en dépôt de bilan. Ouais. Donc c'est foutu. Pourquoi on va le reprendre? Pourquoi cette fois-ci ça marcherait? C'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi ça marcherait? En fait, au tribunal, nous les salariés, on est arrivés et on leur a donné juste un simple exemple. On a dit, écoutez, vous savez pas, mais les verres à whisky Duralex ont été designés sur l'orgue de la cathédrale de Chartres, d'accord? Ah ben ça, vous me l'apprenez. Ah ben voilà, je vous l'apprends. Moi, je sais que les verres Duralex se sont déjà retrouvés dans des productions hollywoodiennes. Oui, on est d'accord. Mais je ne savais pas que ça venait effectivement... Alors, le verre à whisky, je parle du verre à whisky, c'est le designer a pris l'orgue de la cathédrale de Chartres et a dessiné ce verre à whisky. Et donc, au tribunal, avec les salariés, on a dit au tribunal, écoutez, c'est pas compliqué, vous allez acheter des verres à whisky Duralex, si vous en trouvez, on vous les rembourse. Et vous avez compris la maladie de Duralex. Le problème, il est là, c'est que Duralex fait 283 formes de produits, d'accord? Et dans les magasins, quand il y en a une, c'est déjà beau, mais c'est extrêmement rare. Et tout le pari de la scope est basé là-dessus. J'ai Vincent Valin, directeur commercial marketing, qui nous a rejoint et qui est en train de remettre une stratégie commerciale à cette entreprise. Ça fait 30 ans qu'elle n'a pas eu de vraie stratégie commerciale avec un positionnement du produit. C'est qu'il y a un savoir-faire, il y a une histoire, il y a un patrimoine. En fait, il y a tout pour qu'elle fonctionne. On a eu l'occasion dans ces salles à France de recevoir le président de la CCI, Alain Di Crescenzo, qui parlait de cette image du Made in France à l'international, qui est très appréciée. Donc c'est vrai qu'il y a tous les ingrédients pour y arriver. C'est une de mes bagarres parce que effectivement Duralex c'est mon sujet numéro 1. Le deuxième sujet, c'est de rappeler à tout le monde qu'en France, on sait faire. Il faut arrêter de faire croire aux Français qu'on ne sait pas travailler, arrêter de faire croire aux Français qu'on ne sait pas faire. Nous, on sait vendre des produits. Quand vous allez en Chine,
ils prennent les verres Duralex, ils les emballent un par un, en disant c'est du made in France, en Chine, hein, je dis bien en Chine. Vous allez au Japon ils nous achètent nos verres parce que c'est du made in France, quoi. C'est ça en fait, hein. Et rappelez à tout le monde, on sait travailler en France, hein. Et la bonne nouvelle, c'est ce magasin d'usine qui a ouvert à Orléans. Donc on a 600 mètres carrés. C'est ça. Consacré. Magasin d'usine uniquement, donc direct usine, au prix direct usine, 600 mètres carrés des produits Duralex. Parce que finalement, les meilleurs ambassadeurs, c'est déjà ceux de la région. C'est eux qui doivent faire venir leur famille, leurs amis, et donner envie de... Vous avez vu hein, le soutien qu'on a eu, encore une particularité avec Duralex, c'est qu'on avait le président de région François Bonneau à ma gauche, hein, et le président de la métropole, maire d'Orléans, à ma droite, au tribunal, pour reprendre Duralex et sauver Duralex, hein. Donc, je sais pas si vous savez, mais il y en a un qui est plutôt de tendance droite et l'autre qui est plutôt de tendance gauche, quoi. Donc là, tout le monde est là, quoi. Tout le monde est là, quoi. Ouais. Hein. Tout le monde s'est pas posé la question, non mais lui il est de gauche, moi, mon image ou je sais pas quoi. Tout le monde a dit, on doit sauver cette entreprise, hein. C'est combien de salariés aujourd'hui, Duralex? Alors, c'était 228 lors de la reprise au 1er août. On est à 241 à ce matin. Merci beaucoup, François Marciano. Et puis, longue vie à Duralex. Merci. On va suivre de près cette nouvelle aventure. Et dites aux Français d'acheter du Duralex. C'est noté, Merci. On l'a bien compris. On va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec une autre belle entreprise familiale patrimoniale qui a elle aussi été sauvée de la faillite en misant sur la gestion collaborative. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français qui met en avant aujourd'hui ces entreprises qui ont été sauvées par leurs salariés. On continue l'aventure, on part cette fois-ci du côté d'une autre entreprise qui fait là aussi partie du patrimoine français. Sud Radio C'est ça la France. Il s'agit de l'une des rares filatureurs de fil à tricoter encore en activité. Après avoir été placée en redressement judiciaire, elle a traversé une période incertaine ces derniers mois et aujourd'hui bergère de France. Cette manufacture de laine a été reprise sous forme de coopérative par une soixantaine de ses salariés. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Nicolas. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, d'entreprise familiale à Scop, là aussi c'est une belle aventure pour ce fleuron industriel lorrain qui est dirigé par vous. Alors, on rappelle les faits, le 21 octobre dernier, la justice administrative a validé la reprise par 57 salariés de l'entreprise, qui avait été donc placée en liquidation judiciaire. Donc c'était un sauvetage, j'allais dire, inespéré pour cette entreprise. Alors, inespéré, je dirais mérité pour cette entreprise, parce que c'est une entreprise, au-delà d'être lorraine, c'est une entreprise meusienne. C'est vrai. Notre belle région, notre beau département de la Meuse. C'est une entreprise également de Bar-le-Duc. Et puis c'est surtout une entreprise du patrimoine. Bergère de France, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette marque, alors racontez-nous quel type de savoir-faire. Elle date de 1946, c'est ça l'entreprise? Absolument, Nathalie. Avant tout, Bergère de France, c'est une entreprise de mode. Pourquoi de mode? Parce qu'au départ, avant de vendre des fils à tricoter, on doit créer des modèles. Et effectivement, on doit donner envie. On crée environ entre 250 et 300 nouveaux modèles, complètement sur notre territoire, dans notre beau département, et à Bar-le-Duc, dans nos ateliers. On va créer des modèles. Ces modèles, on va décliner des fils. Et derrière, on va les produire, on va les commercialiser, on va les distribuer et les livrer directement chez vous. Qu'est-ce que ça a changé? Là aussi, on évoquait Duralex tout à l'heure, le fait d'avoir ces salariés. D'ailleurs, de ce que j'ai pu lire, ils n'ont pas été compliqués à convaincre. Au contraire, il y avait cette envie de sauver cette entreprise. J'avais lu que même certaines personnes qui devaient partir à la retraite, finalement, tenaient un petit peu à rester, à vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Vous avez parfaitement vu. Effectivement, ils n'ont pas été difficiles. Alors pourquoi? Il faut juste rappeler un petit peu le contexte, on est dans un territoire rural. Ouais. Ce sont des personnes pour la plupart qui sont là depuis, pour certaines, 20 ans, 30 ans, voire plus 38 pour certains, et qui nous ont dit, mais certes, on peut partir ailleurs, certes, on peut s'arrêter, on est à 1 an de la retraite, mais non. Non, c'est notre patrimoine, c'est notre ville, et puis on a envie de rester là. Et on a envie de donner de notre temps, en tout cas ce qui nous reste pour certains, pour que l'entreprise persiste et soit là encore durant de nombreuses années. C'est devenu une sacrée aventure humaine.
Oui, c'est avant tout, et vous avez dit le mot juste, Bergère de France. Bergère de France, on a un côté très affectif avec nos clients. Mais pas seulement, on a aussi un côté très affectif avec nos collaborateurs. Et je vais vous donner un petit exemple tout simple. Par exemple, les personnes qui s'occupent du fil chez nous, qui font la filature, qui sont derrière, qui s'assurent que le fil arrive bien et va bien se mettre en pelote, on appelle ça les soigneuses. Ouais. Des gens qui prennent soin, comme nos produits prennent soin, et comme les personnes qui créent ces modèles vont prendre soin de réaliser avec du cœur et les transmettre à d'autres générations. On a évoqué tout à l'heure le changement de statut avec une scope, d'avoir des salariés qui deviennent très impliqués aussi dans la gestion quotidienne, parfois dans les prises de décisions stratégiques de la coopérative. C'est pas compliqué une prise de décision à 57 ? Comment ça se passe ? Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est pas la prise de décision avant tout. C'est d'abord de mettre en place ce qu'on appelle de l'écoute active. Je vais vous donner un exemple très concret. La semaine dernière, le responsable de maintenance vient me voir et me dit dans le projet et dans la stratégie qu'on a déterminée, il faut modifier telle partie de la machine. En discutant, allez, c'est à peu près 3 semaines de travail, j'en suis pas tout à fait sûr. Alors je lui ai dit, écoute, pas de problème, on va se réunir autour d'une table à plusieurs, des personnes qui connaissent parfaitement le domaine et d'autres non. Et en échangeant, tout compte fait, après 2 heures de réunion, on s'est rendu compte que en 2 heures, on avait les possibilités de modifier cette machine. Ouais. Donc c'est quoi aussi travailler ensemble et c'est quoi aussi cette écoute active ? C'est aussi améliorer et gagner en productivité grâce à la richesse des échanges des personnes qui sont autour de cette table. Ouais, non, c'est un bel exemple, ça montre effectivement le fait de travailler ensemble, d'échanger plus souvent que parfois dans une entreprise classique. Finalement, on bénéficie des expériences des uns et des autres et on a aussi un contrôle plus direct sur toutes ces décisions opérationnelles également. C'est-à-dire qu'on peut vraiment brainstormer ensemble et trouver assez rapidement une solution, quoi. Et au-delà du contrôle, c'est pas le plus important, encore une fois. Ce qui est important, c'est l'implication. Ouais. Puisque les idées vont venir du collectif. Et une fois qu'on s'est tous mis d'accord, tout le monde va s'impliquer dans la démarche. Et on est sûr de réussir le projet. Ouais. C'est vrai que c'est en termes d'implication, c'est pas la même chose. C'est un vrai impact. Il faut savoir que ce savoir-faire, il a plus de 80 ans. Donc, j'imagine que oui, ça aurait été un drame de le perdre. C'est plusieurs corps de métier, c'est un savoir-faire, comme on dit, rare et précieux, qui s'exporte. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est la seule filature, et la dernière surtout, avec un vrai savoir-faire. Mais un petit exemple, aujourd'hui, si on veut former une personne dans notre métier, en tout cas sur la partie production, c'est à peu près entre 6 et 8 mois de formation. Alors, pas apprendre des chiffres, mais surtout un coup de main et un savoir-faire. Et quand vous voyez une soigneuse, encore une fois, je vais reprendre cet exemple-là, qui va prendre le fil entre ses mains et qui va être capable de réarmer la machine avec une facilité exaspérante, pour moi, c'est extraordinaire. On peut être qu'émerveillé. Et se toucher, ce savoir-faire, on le trouve pas ailleurs. On le trouve à Bar-le-Duc, chez Bergère de France, et c'est ce qu'on a voulu garder, et c'est ce que ces personnes ont voulu donner aussi et transmettre pour que l'entreprise existe et que le consommateur, à la fin, se rende compte que c'est pas un simple fil qu'il va recevoir. Derrière, il y a tout un cheminement, il y a une histoire qui a été racontée, il y a des hommes et des femmes qui sont derrière et qui ont créé ce produit final et qui vont porter quelque chose avec un petit peu d'humanité et surtout de traçabilité, parce qu'on sait exactement d'où vient le produit et on sait exactement qui l'a réalisé. Dernière petite question, quel est le prochain gros défi pour Bergère de France ? C'est en termes de commercialisation, j'imagine, gagner encore en visibilité, quoique la marque, elle est connue de nombreux auditeurs. Elle est connue, vous avez complètement raison en Italie. Après, pour qu'une marque fonctionne bien, qu'un produit fonctionne bien, il faut qu'il soit encore plus vu. Et je vous remercie en tout cas de ce que vous nous offrez aujourd'hui en termes de visibilité. Mais notre objectif essentiel, notre stratégie, c'est améliorer la visibilité sur le territoire français, après notre premier territoire, et puis s'exporter sur d'autres territoires. On s'exporte déjà en Belgique aujourd'hui, on s'exporte également au Canada. Mais je vous donne un exemple, on vient de développer un nouveau concept. Qui fait partie aussi du projet et du business prévisionnel de la reprise de Bergère de France. C'est un exemple, c'est le kiosque. Alors qu'est-ce que c'est qu'un kiosque ? On s'est dit, mais pour que le produit soit acheté, il faut qu'il soit vu. Et donc, il faut s'ouvrir sur nos nouveaux territoires.
On s'est rapproché progressivement et on s'est dit, mais dans quel territoire, sur quel mode de distribution on peut aller? Et on a sélectionné les maisons de la presse. Alors pourquoi les maisons de la presse? Les maisons de la presse aujourd'hui, en moyenne, c'est entre 400 et 800 passages par jour. En plus, ils vendent de la presse, nous on vend des modèles. Et donc on a développé ce concept et en moins de mois, on a à peu près développé une centaine de maisons de la presse. On est en train d'échanger avec différents partenaires. On est assez content des premiers résultats. Et l'intérêt, souvent, pourquoi aussi une maison de la presse? Parce que dans nos territoires, c'est souvent le dernier commerce qui devient multiservice demain. Et ça nous permet d'avoir une autre visibilité sur une autre génération aussi, une clientèle un peu plus large. Et on est pour l'instant assez content des retombées. Voilà, on revoit de nouveau l'importance de tous ces petits commerces de proximité, tout cet écosystème qui doit se mettre en place. Merci beaucoup Jean-Michel Nicolas. Je rappelle que vous dirigez cette nouvelle coopérative, Bergère de France. Merci. Il est l'heure d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui se balade toujours de savoir-faire en savoir-faire. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Alors Thibaut, on vous retrouve pour une dernière fois avec Philippe Giraud, un compagnon tailleur de pierre qui a œuvré sur le chantier de rénovation de Notre-Dame de Paris. Et oui, Nathalie. Philippe nous a expliqué la semaine dernière comment il a restauré les ornements extérieurs du transept nord en sculptant des éléments végétaux tels que des fleurs et des feuillages à l'aide de ses outils. Il m'a parlé aussi de l'importance particulière de Notre-Dame dans son cœur d'artisan. Et la dimension humaine du chantier a été essentielle pour lui, comme pour beaucoup d'autres artisans d'ailleurs, qui ont travaillé. Et on l'écoute justement nous raconter comment il a collaboré avec les autres corps de métier. Oui, le chantier de Notre-Dame, c'était vraiment une œuvre collective à plusieurs titres. Quelque part, le fait d'avoir un délai court, ça nous a obligés de travailler tous ensemble. Alors qu'on aurait pu, si ça avait été plus long, dire ok, pendant un an, c'est les charpentiers, après ils vont faire les vitraux. Alors que là, on a tous travaillé ensemble. On avait en même temps une sécurité du travail très très exigeante. Et les moments d'échange avec les autres corporations étaient vraiment très forts. C'était un émerveillement de chacun envers les autres. Par exemple, moi, je montais de temps en temps voir la flèche où ils en étaient et je prenais des photos, je discutais avec les gars. Après, quand ils ont fait la croisée d'ogives, puis c'était des maçons et des tailleurs de pierre, de la croisée du transept, pareil, je venais tous les jours les voir, c'était passionnant et très beau de sentir cet esprit de cohésion qui les habitait. C'était vraiment comme une équipe, comme des marins sur un même bateau, quoi. Un esprit d'équipe formidable, qui est un peu à l'image de ce qu'était la construction de Notre-Dame pendant 80 ans, entre 1160 et 1240, j'arrondis un peu. Et justement, cet émerveillement a été partagé bien au-delà du chantier. La rénovation de Notre-Dame a suscité un véritable engouement, notamment auprès des jeunes pour les métiers du patrimoine. Oui, c'est ça. Il y a eu un vrai effet Notre-Dame avec un boom des apprentis dans les formations en métiers d'art du patrimoine bâti. Selon l'Institut supérieur des métiers, entre 2018 et 2023, le nombre d'apprentis charpentiers ou d'apprentis maçons du bâti ancien a fait un bond considérable, sans compter les métiers de niche comme facteurs d'orgue ou vitraillistes qui ont vu le nombre de leurs apprentis vraiment s'envoler. Mais revenons à Philippe Giraud, qui s'est plongé dans l'histoire de Notre-Dame et qui a même écrit un livre. J'ai écrit ce livre de Chant de la Reine pour nous dire que voilà, il y a peut-être une opportunité, que cette épreuve que Notre-Dame nous donne avec cet incendie qui nous a demandé de la reconstruire, que ce soit une épreuve qui nous permette déjà de lui rendre sa forme, de lui redonner son toit, sa flèche et ses statues qui avaient disparu, mais aussi de lui redonner sa forme invisible et de redonner cette richesse immatérielle qui était celle qui était sur l'île de la Cité. Se vivre ensemble. Se vivre ensemble dans la complémentarité des différences entre les artisans, le clergé, l'Hôtel-Dieu et les universitaires. Et chacun avait plus ou moins deux casquettes en fait. Et d'une certaine manière, vous avez renoué avec cet esprit des bâtisseurs. Oui, quelque part, on a commencé à renouer avec cet esprit des bâtisseurs. Et on pourra dire qu'on aura renoué avec cet esprit des bâtisseurs si jamais sur l'île de la Cité, on arrive à remettre des ateliers permanents, à réimpliquer le clergé dans le soin aux plus pauvres, dans les sans-abri, mais d'une manière vraiment construite et efficace, et de profiter d'un espace gigantesque à l'Hôtel-Dieu. Et je suis porte-parole de la perspective de créer un atelier permanent à Notre-Dame, qui s'appellerait les ateliers de Notre-Dame, sur le modèle de ce qu'il existe en Allemagne, dans les ateliers de cathédrale, ils appellent ça les Bauhütte, ou en France, l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg. Notre-Dame, c'est un lieu spirituel. Est-ce que cette dimension a influé sur votre travail ? Notre-Dame
la cathédrale qui touche le maximum de gens sur la planète, et moi y compris. Donc forcément, je fais un lien entre le fait d'avoir travaillé sur Notre-Dame et ces valeurs chrétiennes que je porte, que je pratique aussi, surtout quand je fais de la musique, quand on chante des chants sacrés. C'est aussi une manière de me connecter avec entre la démarche du tailleur de pierre, du sculpteur, et la démarche de l'humain, des valeurs que je porte en moi-même. Merci Thibaut. Alors grâce à Philippe, là ce chantier qui marque l'histoire n'a plus aucun secret pour nous. Merci, belle fête de fin d'année. Bonne fête, belle fête Nathalie. Belle fête de fin d'année également à notre réalisateur Anthony. Merci à vous chers auditeurs. On vous souhaite aussi de passer de belles fêtes de fin d'année entourés des gens qui vous sont chers. Merci à vous et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles émissions, toujours entre 13h30 et 14h sur la même radio et avec la même équipe. Merci à vous et encore belle fête de fin d'année. Sud Radio CSA La France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.